Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo au Parlement européen, ici à Bruxelles. Dans ce numéro reportage en Pologne, le pays co-organisateur de l'Euro de foot connaît une forte croissance, une situation qui détonne dans une zone euro en crise. Et puis cette semaine, l'Europe s'est fait très peur. On a cru un instant que la Grèce allait sortir de la zone euro. Il n'en est rien. Pour autant, ce n'est pas réglé. Quel avenir pour l'Europe? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge et député européen. Finalement, les Européens sont contents. Les Grecs ont bien voté. Rendez-vous compte, un peu plus et ils faisaient exploser la zone euro. Mais pour l'heure, rien n'est réglé. Première étape, former une coalition. Puis, assouplir le mémorandum. Ce cahier des charges des réformes à conduire en Grèce contre le soutien de la Troïka. La Troïka se triumvira entre la BCE, l'Union européenne et le FMI. Ces grands méchants argentiers qui étouffent le pays berceau de la démocratie. Mais pas si simple. Assouplir ne veut pas dire sauver. Et si on sauve la Grèce encore et toujours? Faudra-t-il sauver l'Espagne? Puis l'Italie, la troisième puissance de la zone euro? Déjà, l'Espagne voit ses taux d'emprunt sur les marchés dépasser les 7%. Et à Rome, on continue de chanter l'unité italienne en attendant des jours meilleurs. Et pendant ce temps, le monde entier s'inquiète. Alors, où va la zone euro? Où va la zone euro? Un billet signé Nora Hamadi. Guy Verhofstadt, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, on a le sentiment que rien n'y fait. On a beau rajouter des milliards, puis des centaines de milliards, et la zone euro est toujours en crise. Alors qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce qui se passe, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ont pris pendant 2 ans des demi-mesures qui n'ont pas résolu la crise, au contraire, je dirais, qui ont même parfois aggravé la crise. 100 milliards pour l'Espagne, c'est une demi-mesure selon vous? C'est des demi-mesures dans le sens que ça n'attaque pas le vrai problème de la crise. Ça donne beaucoup d'argent. C'est une somme gigantesque, je dirais, pour le simple citoyen. Mais ce n'est pas la cause de la crise. La cause de la crise, c'est le fait qu'on a créé une union monétaire sans créer en parallèle une union économique, fiscale et même politique. Et la conséquence est que les marchés financiers réagissent mal à toute mesure qui est prise par les chefs de gouvernement et des chefs d'État qui ne va pas dans la direction d'une solution structurelle, d'une création d'une union fédérale en Europe. Alors, c'est intéressant dans ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a quelques années encore, finalement, peu de monde disait ça, c'est-à-dire on a 17 économies différentes qui divergent et une seule monnaie, donc ça ne peut pas tenir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est quoi ce saut fédéral dont on parle tant? Le saut fédéral, ça veut dire qu'on va créer un gouvernement de la zone euro le plus vite possible, qui peut décider des politiques économiques, fiscales, même sociales, que les différents États membres doivent respecter. C'est quoi ce gouvernement? C'est un gouvernement... C'est la Commission européenne, mais élargie. Peut-être aussi élargie en ce qui concerne les compétences, pas en ce qui concerne le nombre de commissaires. Là, je crois qu'on peut réduire le nombre de commissaires dans l'avenir, mais ce sera une commission avec beaucoup plus de pouvoir. Par exemple, une commission qui peut tout de suite décider de sanctions contre des pays qui n'appliquent pas la discipline budgétaire, mais c'est aussi une commission qui peut organiser la solidarité. Par exemple, un marché obligataire unique en Europe, qui fait que on va émettre sur le marché des euro-obligations qui peuvent faire baisser les taux d'intérêt qui, pour le moment, sont insoutenables pour des pays comme l'Espagne et l'Italie. Vous dites des euro-obligations le plus vite possible? Le plus vite possible, c'est la seule solution pour la crise. Autrement, on ne va jamais sortir de la crise. Je sais bien qu'il y a beaucoup de réticence en Allemagne contre cette idée, à tort, je dirais, parce que pour le moment, ce sont les contribuables, surtout en Allemagne, qui payent la facture de tous ces fonds de secours qu'on doit utiliser d'abord pour la Grèce, puis pour le Portugal, maintenant pour l'Espagne. Et donc, la seule bonne solution, c'est créer des euro-obligations, c'est mutualiser la dette. Ça ne va pas affaiblir la discipline dans la zone euro, puisque seulement des pays qui diminuent leur dette publique peuvent participer à ce fonds d'amortissement de la dette. Alors ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il faut qu'une partie de la souveraineté, ou en tout cas des compétences des États, soit transférée ici à Bruxelles.
Vous pensez que c'est effectivement la solution, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'un François Hollande, par exemple, qui vient d'être élu, peut dire aux Français, bah, effectivement, maintenant, je passe une partie de mes... Je pense qu'il a cette opinion-là. Mon premier sentiment de l'action de François Hollande est assez positif, dans ce sens que c'est une action pro-européenne, mais ils n'ont pas le choix. Ni Merkel ni Hollande ont le choix. Ou bien c'est la fin de l'euro, ou bien on fait le saut fédéral. Est-ce que ça peut se faire dans les semaines qui viennent? Là, il y a un sommet européen important en fin de mois, ouais. Où vous pensez qu'on est, ce saut fédéral, il est sur plusieurs années, par exemple sur 10 ans? Non, ce qu'il faut faire, c'est en fait décider de ce saut fédéral le plus vite possible, dans les semaines qui viennent, au plus tard dans les mois qui viennent. Et puis, on fait décider d'une sorte de feuille de route pour le réaliser dans les années à venir. Moi, je suis tout à fait certain qu'au moment que les chefs d'État et de gouvernement décident de ce saut fédéral, tout de suite, les marchés vont se calmer. C'est ça que les marchés demandent. Les marchés disent, vous n'êtes pas crédible avec la monnaie unique d'une part, et puis 17 gouvernements, 17 marchés obligataires, 17 stratégies économiques différentes. Et on fait la comparaison avec les autres puissances du monde. Par exemple, les États-Unis ont une dette publique qui est plus élevée que la zone euro. Le Japon a une dette publique qui est 226% de leur PIB. Il n'y a pas d'inquiétude. Enfin, bon, non. Même les taux d'intérêt que le Japon paye sont les taux d'intérêt les moins élevés au niveau mondial, avec la dette la plus élevée. Et la raison est très simple. Derrière les yens, il y a une autorité publique japonais qui inspire de la confiance. La même chose, un État fédéral avec un budget de 23% de son PIB soutient le dollar. Et chez nous, quoi? 17 gouvernements dispersés, je dirais. Alors toujours pour ce transfert de souveraineté ou abandon de souveraineté, est-ce que vous pensez que les peuples européens, c'est difficile parce qu'on ne leur pose pas la question, mais est-ce que vous pensez que les peuples européens sont prêts à ça? C'est-à-dire que quand on sait que l'Europe de Bruxelles n'est pas très populaire, c'est un euphémisme, hein. Est-ce qu'ils sont prêts à dire, bah oui, écoutez, finalement, en plus, alors on voit la montée des nationalismes, etc. Ils sont prêts à accepter ça, vous pensez? C'est vrai qu'il y a une montée des nationalismes, mais de l'autre côté, je pense que la plupart, une majorité des Européens est prêt d'accepter plus d'Europe, parce qu'ils savent très bien que le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y a trop d'Europe ou que l'Europe est la cause de nos problèmes. Ils savent très bien qu'il n'y a pas assez d'Europe, qu'on a créé la monnaie unique. Ils ne veulent pas perdre la monnaie unique parce que ça a donné des avantages énormes aux citoyens, aux entreprises en Europe. Et ils savent très bien qu'il faut faire maintenant des pas en avant. Chaque fois qu'il y a un eurobaromètre qui est publié, on voit quand même qu'une majorité est en faveur de plus d'Europe, plus d'intégration européenne. Et même, on a déjà demandé dans ces eurobaromètres l'opinion des citoyens sur les euro-obligations. Et là aussi, on voit une majorité qui est en faveur. Alors, on va revenir dans un instant avec vous sur ce nécessaire saut fédéral. Mais vous savez que l'Europe a été montrée du doigt au G20 qui s'est tenu au Mexique il y a quelques jours. Je vous propose de regarder ce zapping des télévisions européennes signé Aurélie Dafas. Le G20 a les yeux tournés vers l'Europe. La crise bancaire et financière inquiète les premières puissances économiques, à commencer par les États-Unis. Barack Obama a fait part de sa préoccupation d'une possible contagion de la crise européenne à l'économie mondiale. Sa priorité pour l'Europe reste la relance de la croissance plutôt que la restauration des comptes publics. En Espagne, la journaliste s'interroge sur l'enjeu d'un sommet dont les conclusions sont déjà connues. Bien que le sommet ne soit pas terminé, on connaît déjà les détails de la déclaration finale. Le projet inclut notamment le renflouement des banques espagnoles à hauteur de 100 millions d'euros et le texte appuie les plans de Bruxelles pour une union bancaire. Mais les préoccupations et les remarques sur la gestion européenne de la crise énervent le président de la Commission, José Manuel Barroso. Nous sommes des démocraties. Ce n'est pas le cas de tous les membres du G20, mais nous sommes une démocratie et nous prenons nos décisions démocratiquement en suivant un processus démocratique. Parfois cela signifie prendre du temps, oui, parce que nous sommes une union de 27 démocraties et nous devons nécessairement trouver un consensus. Et franchement, nous n'avons aucune leçon à recevoir en termes de démocratie ou sur la façon de gérer notre économie. Bon, alors José Manuel Barroso, on l'a senti un petit peu énervé. Il a raison? Je pense que non, parce que en fait, ce que Barack Obama et d'autres leaders au niveau mondial nous disent, c'est faites votre travail, créez cette union fédérale. C'est quand même
quelque chose d'extraordinaire à souligner, que ce sont maintenant les Américains qui poussent les Européens à aller dans le sens d'une union fédérale, à faire beaucoup plus d'intégration européenne, et que ce sont nous, les Européens, qui hésitent, qui n'ont pas le courage de le faire. Mais c'est leur intérêt aussi. C'est leur intérêt. Moi, j'ai été à la trésorerie américaine il y a quelques semaines aussi, au Fonds monétaire international, pour avoir des discussions. Et tant dans la trésorerie américaine qu'au Fonds monétaire international, où on nous supplie le plus vite de créer cette marché obligataire unique, de créer cet gouvernement économique dans la zone euro. Et on ne comprend pas pourquoi on n'a pas encore fait cela. On ne comprend pas qu'on a eu l'audace de commencer avec l'euro sans le préparer d'une façon appropriée. Vous avez été Premier ministre de Belgique. Est-ce que vous trouvez que j'ai envie de dire vos homologues actuels, en tout cas les dirigeants, les chefs d'État, est-ce qu'ils manquent de cette audace? Est-ce qu'il y a un problème de gouvernance aujourd'hui? Oui, mais naturellement, c'est un peu normal que les chefs d'État et du gouvernement essayent de sauvegarder leur terrain, le pouvoir. C'est pourquoi je pense que c'est à la Commission européenne, le plus vite possible, de déposer des paquets législatifs, de propositions législatives sur la table du Conseil, sur la table du Parlement européen, pour créer cette union fédérale, pour créer ce marché obligataire unique en Europe, et aussi pour présenter un paquet de croissance, parce qu'on ne va jamais sortir de la crise seulement avec de l'austérité. Il nous faut de l'austérité, parce que c'est impossible d'avoir de la croissance économique sans des finances publiques qui sont saines, mais de l'autre côté, il faut aussi un paquet de croissance, c'est-à-dire des mesures pour encourager l'investissement de nouveau en Europe. Est-ce que vous pensez que la Commission européenne actuelle, telle qu'elle est, et en particulier son président, est-ce que vous pensez qu'ils ont, j'ai envie de dire, l'épaisseur et la force nécessaire pour être entendus? Mais la Commission hésite beaucoup trop, selon moi. Ce que je ressens, c'est que la Commission ne dépose qu'un paquet de mesures au moment où il y a un accord complet entre Paris et Berlin. Mais naturellement, ça veut dire que finalement, ils sont en train d'annuler leur droit d'initiative. Vous savez que dans les institutions européennes, seulement la Commission européenne, comme gouvernement européen, a le droit de déposer des textes législatifs sur lesquels alors le Conseil et le Parlement doivent se prononcer. Eh bien, si on attend d'abord qu'il y a le feu vert de quelques grands pays en Europe, ça veut dire qu'on annule en fait le droit d'initiative. Et donc il faut revenir un petit peu à la tradition de Jacques Delors. Jacques Delors, c'était un président de la Commission qui, par exemple, sur la monnaie unique, sur le marché intérieur, déposait un grand plan, et puis c'était aux États et au Parlement d'en discuter et d'en débattre. Et à la fin, il réalisait beaucoup plus que d'attendre d'abord l'aval de Paris ou de Berlin. Vous avez parlé du couple franco-allemand. Est-ce que depuis que François Hollande est élu, est-ce que ce couple existe toujours? Ben, j'espère, parce que c'est toujours positif pour l'Europe s'il y a une bonne entente entre Paris et Berlin. Ceci dit, ce n'est pas seulement eux qui peuvent décider. Certainement pas quand on va faire un saut fédéral. C'est un choix à faire par les 27 États membres de l'Union européenne et surtout les 17 membres de la zone euro. Angela Merkel a fait un appel assez fort il y a quelques jours. Justement, elle a parlé d'une nécessaire union politique. Et dans un premier temps, il n'y a pas véritablement eu de réponse de François Hollande. Est-ce que vous pensez que la France est en train de manquer quelque chose là? Non, c'est un peu la tradition est un petit peu que la France a peur d'une union politique. À tort, je dirais, parce que ceux qui ont toujours défendu l'idée de l'union politique, c'était aussi des Français, comme Monnet, Schuman, Jacques Delors. Et je pense que Hollande veut d'abord voir quelle est la volonté de Mme Merkel pour organiser la solidarité et la croissance dans l'Union européenne. Et vice-versa, chez les Allemands, c'est l'inverse. Ils se disent, avant qu'on se prononce sur plus de solidarité et des mesures pour encourager la croissance, on veut d'abord créer l'union politique. Et pour cette raison, je dis qu'il faut les deux thèses. Il faut la thèse de la solidarité et de la croissance, qui est la thèse de la France aujourd'hui, et il faut aussi l'union politique, qui est la thèse allemande aujourd'hui. Guy Verhofstadt, une dernière question peut-être un peu pour conclure. Est-ce que vous êtes optimiste? On a parlé de la Grèce en début d'émission. On n'est passé pas loin d'une sortie de la Grèce. Les choses ne sont pas réglées. Quand vous parlez de l'Europe, je ne sais pas, à vos amis, à ceux qui... Vous dites quoi? Vous dites, moi j'y crois? Moi je suis optimiste de nature, tout d'abord. Mais deuxièmement, je pense qu'on a une énorme chance de réaliser cette union fédérale. Pourquoi? Parce que la crise et le marché nous poussent dans cette direction-là. Et on n'a pas le choix, en fait. Ou bien c'est
le saut fédéral, ou bien c'est la fin de l'euro et peut-être même de l'Union européenne. Mais est-ce que c'est dans la crise comme ça? Alors on sait que l'Europe s'est construite dans les crises, mais est-ce que c'est dans une crise si aiguë qu'on peut faire quelque chose? Oui, c'est toujours comme ça. Dans la politique, ça fonctionne comme ça. Ce n'est que si les hommes politiques sont avec le dos contre le mur qui sont prêts à faire un saut en avant. Merci beaucoup Guy Verhofstadt d'avoir accepté l'invitation d'Europe Hebdo. Nous allons maintenant partir en Pologne puisque la Pologne est un pays où l'économie est florissante avec un fort taux de croissance, un pays qui ne connaît pas la crise. Donc on va retrouver dans un instant Katia Gilder et son invité. Mais tout de suite, reportage à Varsovie. Il est signé Fabrice Cunet. Bienvenue chez moi. À tout juste 20 ans, Martin a quitté sa famille et sa campagne pour cette résidence de la banlieue de Varsovie. Car depuis 2 ans, il étudie dans la plus prestigieuse école de commerce du pays. En Pologne, si l'on veut réussir, la capitale est un passage obligé. Le miracle économique polonais serait à ce prix. Oui, j'ai lu beaucoup d'articles sur ce miracle polonais. C'est vrai, la situation économique évolue bien depuis quelques années. Nous, les Polonais, on aime bien se plaindre, mais on doit admettre que notre pays est en pleine réussite en ce moment, dans le sens où l'on est le seul pays à ne pas être touché par la crise. Plus qu'un miracle, la Pologne est un Eldorado. Partout à Varsovie, les sociétés étrangères s'affichent et embauchent. Dans cet immeuble, l'un des premiers Français à avoir cru en ce boom économique. C'était en 2006. 6 ans plus tard, la société d'ingénierie informatique de Grégoire Nito emploie 1000 salariés dans tout le pays. Et comme ce matin, elle fait régulièrement la une des journaux. J'imagine qu'en 2006, on vous a pris un peu pour un fou. Oui, on m'a pris pour un fou. Et moi-même, je pensais que si 5 ans après le démarrage, on serait une trentaine dans la société, ça serait une très grande réussite et j'aurais été super content. Et 5 ans après, on était 500. Donc je ne m'attendais pas du tout. Tout le monde vient s'implanter en Pologne parce qu'il y a pour 2 raisons en fait. La première, c'est pour conquérir le marché polonais, marché de 40 millions d'habitants jeunes qui consomment. Deuxièmement, c'est pour chercher des solutions, donc des centres offshore ou nearshore, moindre coût que les pays occidentaux. Et là, donc la population polonaise est très recherchée parce que c'est une population fortement diplômée. Car l'autre atout de la Pologne, c'est sa jeunesse. Un Polonais sur 2 a moins de 35 ans. Entre 2004 et 2007, 1 million ont choisi de chercher du travail à l'étranger. Depuis, la donne a changé. On recrute de nombreux Polonais qui reviennent d'Allemagne, d'Angleterre, parce qu'ils trouvent des niveaux de salaire très intéressants ici, notamment à Varsovie. Donc c'est une chance pour ces jeunes Polonais. À la Chambre de commerce franco-polonaise de Varsovie, on nuance cette question des salaires. Si tu peux voir qui encore on peut contacter. Les postes très qualifiés rattrapent leur retard, mais la Pologne, c'est avant tout une main-d'œuvre bon marché. 800 €, c'est le salaire mensuel moyen. C'est vrai qu'il reste des choses à faire. C'est vrai que chaque année, le gouvernement essaye d'augmenter le salaire minimum et on se rapproche petit à petit, peut-être pas assez rapidement pour certains, des salaires un peu dans des pays, même limitrophes. La République tchèque a quand même des salaires plus élevés que la Pologne. Donc c'est vrai que c'est un peu l'envers du décor. C'est vrai que pour les jeunes, c'est pas toujours facile de trouver du travail. Pour trouver un emploi, seuls certains cursus sont une garantie, comme les formations techniques ou celles d'ingénierie. Dans ces domaines, cette université de Varsovie est la plus réputée. Est-ce que je peux prendre le rapport sur les débouchés de nos étudiants? Merci. Selon ces chiffres, 86% des étudiants trouvent un emploi dans les 6 mois après leur diplôme. Et moins de 10% partiront à l'étranger. Le résultat d'un partenariat étroit avec les entreprises. Avec les nouveaux besoins sur le marché du travail, nous avons créé de nouvelles spécialités et nous avons ouvert de nouvelles facultés qui répondent mieux aux attentes des entreprises et des étudiants. Et puis, au sein de l'université, il y a un conseil où siègent les grandes entreprises. Cela permet de connaître les profils qu'elles recherchent. Michal est l'un des 33 000 étudiants de l'université de Polytechnique. Il est quasiment assuré de trouver un emploi à l'issue de sa formation.
Mais loin de Varsovie, la réalité serait plus complexe, alors il attend avant de parler de miracle. Je dirais que je suis plutôt réaliste, mais avec une dose d'optimisme pour notre avenir. Je crois profondément que dans 10 ou 15 ans, la situation de la Pologne sera vraiment bien meilleure. Cet avenir de la Pologne dépend en partie de l'Europe. Sa croissance de plus de 4% est sous perfusion de l'Union et une enveloppe de 67 milliards d'euros ces dernières années. Aujourd'hui, le pays est face à un défi. Améliorer le niveau de vie de sa population sans perdre de son attractivité, une équation complexe. Le miracle polonais, une situation qui détonne dans une zone euro sinistrée. Pour en parler, un député polonais est avec nous, Jacek Saryusz-Wolski, bonjour. Enchanté, merci. Alors vous êtes membre du Parti populaire européen, ancien ministre des Affaires européennes dans votre pays. Vous avez d'ailleurs été négociateur lors des négociations d'adhésion de Varsovie à l'Union européenne. La Pologne, malheureusement, ne sera pas championne d'Europe de foot. En revanche, est-ce qu'elle peut se permettre, au vu de sa réussite, de faire la leçon, de donner une leçon de politique économique à ses partenaires? C'est à chacun des pays de choisir sa politique macroéconomique, mais le secret du miracle polonais, ce qu'on appelle miracle polonais, c'est les rigueurs économiques qu'on a pratiquées depuis 20 ans. Depuis toujours, depuis la liberté regagnée, on a eu la règle d'or dans la constitution polonaise qui ne permet pas de dépasser la dette, la limite des 60%. Et on a commencé par une thérapie des chocs de Balcerowicz. Donc le fondement de l'économie polonaise sont saines. Et les rigueurs sont une coutume de tous les gouvernements avec des nuances. Mais depuis 20 ans, les gouvernements suivent cette philosophie politique de l'économie saine, de dépenses contrôlées, de développement de petites et moyennes entreprises, de l'initiative des jeunes et des entrepreneurs. Alors on a l'impression quand même, il y a taux de chômage faible, croissance très forte, mais on a l'impression quand même que la Pologne incarne un peu la vision libérale de l'Europe. Est-ce que c'est le cas? Nous sommes sortis du socialisme réel, où il y avait des excès du social. C'est pour ça que nous avons tourné vers une économie plus ouverte, plus compétitive et moins protectrice. Ce qui s'avère un choix juste dans les temps de crise. Ce qui permet à la Pologne l'année dernière d'avoir plus de 4% de croissance. Maintenant, nous ralentissons un peu à cause de la crise européenne. Mais cette année, ce sera toujours entre 2 à 3% de la croissance. Nous n'avons pas connu, contrairement à tous les pays membres de l'Union européenne, la stagnation ou la récession. C'était toujours la croissance positive. Alors c'est vrai que la croissance est là. En même temps, la Pologne a dû compter aussi beaucoup sur les fonds structurels européens pour se développer. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces fonds structurels se réduisent au détriment de certaines régions polonaises qui offrent un autre visage que celui qu'on a à Varsovie et qui risquent de souffrir de cette réduction probable des fonds européens? Nous profitons de la politique de cohésion. C'est un facteur qui nous aide. Nous profitons beaucoup moins que les anciens comme Espagne, comme Irlande, parce que la générosité est plus limitée. Mais il faut dire que tout ce que nous recevons comme cohésion, comme fonds structurels, ça revient, 60 à 80%, ça revient aux pays de l'Europe occidentale. Donc c'est un stimulus économique pour l'ensemble. Parce que ce sont les entreprises de l'Europe occidentale qui travaillent chez nous aussi. Donc c'est au profit de la croissance pan-européenne. Ce n'est pas seulement l'économie polonaise qui en profite. Vous invitez les pays à venir en Pologne dans ce qui passe pour un Eldorado. Trop de dire de l'appeler Eldorado, mais c'est une économie saine qui profite du grand marché européen, qui est compétitive, qui est jeune, qui est dynamique et qui a l'ambition de conquérir les marchés orientaux de l'ex-Union soviétique. Alors, on est allé voir à quoi ressemblait Varsovie. En revanche, si on fait 50, 100 km plus loin, la situation n'est pas tout à fait la même, notamment dans certaines régions du Sud. Elles sont encore en développement? Nous sommes toujours un pays relativement pauvre. Mais les décalages entre nous et entre la moyenne de l'Union européenne se resserrent.
s'est réduit depuis l'entrée dans l'Union européenne, même avant, parce que en partant d'un niveau assez bas, c'est qui est la faute de la division tragique yaltane du continent européen, on rattrape avec l'énergie, avec le travail, avec tout ce qui est le profit, le bénéfice de la participation dans l'Union européenne. Mais vous n'êtes pas inquiet de ce qui se passe chez vos partenaires? Est-ce que dans ce contexte, la Pologne a toujours envie de rejoindre, d'adopter la monnaie commune, de rejoindre la zone euro? Nous voulons rejoindre. Nous regardons ce qui se passe avec inquiétude. Nous faisons partie de cette grande entité économique qui est l'Union européenne et nous supportons les conséquences. Donc notre croissance ralentit aussi à cause de l'ensemble de l'Union ralentissant. Nous sommes liés par le commerce, par l'investissement, etc. Et 70% de nos banques appartiennent aux banques de l'Europe occidentale. Donc en fait, nous ne comprenons pas pourquoi on doit, ou certains veulent, diviser l'Europe entre l'eurozone et le reste. Parce que la crise, c'est la crise de l'excès d'endettement, ce n'est pas la crise de la monnaie commune. On veut joindre la monnaie commune quand elle sera saine et quand nous serons prêts et nous faisons tout pour être prêts le plus tôt vite possible. Vous dites le secret de la réussite polonaise, c'est qu'elle a appliqué des recettes strictes depuis qu'elle a rejoint l'Europe. Est-ce que cette croissance est véritablement solide? Est-ce qu'il n'y a pas de risque, comme ça s'est produit en Espagne ou en Irlande, de crise immobilière par exemple, ou d'emballement? Nos banques sont très saines, relativement par rapport à tout ce qui se passe ailleurs. Nous n'avons pas des excès immobiliers, nous n'avons pas des situations qu'on pourrait comparer aux situations espagnoles, italiennes, grecques, portugaises ou irlandaises, relativement. Mais nous souffrons en termes de ralentissement parce que nos marchés dans l'Europe occidentale, la vieille Europe si vous voulez, se rétrécissent. Pour terminer cette émission en 3 mots, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui aux Espagnols, aux Italiens, même aux Français qui sont endettés à des niveaux extrêmes? Pour avoir un succès, peut-être au début ou dans un certain moment, il faut souffrir. Mais ça porte des résultats. Donc les rigueurs économiques, c'est la base de l'économie saine, de l'économie dynamique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jacek Saryusz-Wolski, d'avoir été avec nous. On vous laisse retourner dans l'hémicycle et nous, on se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires.